Bonjour, c'est Alexis pour les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, j'accueille Patrick Allard, qui est passionné des Templiers depuis de nombreuses années. Bonjour Patrick, Bonjour Alexis. comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir chez moi, parmi ma bibliothèque et toutes mes choses templières. Alors dis-moi, en fait, tous ces bouquins, quand je suis rentré la première fois chez toi, j'ai cru vraiment que j'étais dans une commanderie templière. Peux-tu m'expliquer cet attrait, cette passion Alors, j'ai toujours été intéressé par l'histoire en général, particulièrement l'époque médiévale. Et dans l'époque médiévale, je m'y suis bien retrouvé avec les Templiers. C'est quand même assez mystérieux. C'était des chevaliers quand même assez renommés pour leur droiture, pour leur force aussi. Et puis, c'est aussi un grand souvenir de l'époque des croisades. Ils ont été impliqués presque depuis le début jusqu'à carrément la fin. Mais qui sont-ils au fait? Les Templiers, ce sont des moines soldats qui ont été érigés en ordre en 1118. Enfin, c'est vraiment le tout début là-bas. À Jérusalem, il y a le roi Baudouin II qui leur a offert les écuries du temple de Salomon, là, à Jérusalem. Et de là, le nom chevalier du temple de Jérusalem au début, et puis chevalier du temple. Et donc, en fait, voilà, donc tu disais qu'effectivement, les Templiers étaient donc une grande organisation mondiale, si je puis dire. Ils n'étaient pas rien qu'à Jérusalem, ils étaient un petit peu partout ailleurs, non? On ne dira pas mondial, on est encore quand même en Europe et en Orient, on n'a pas encore découvert l'Amérique, bien que vers l'an 1000, les Vikings y auraient été. D'ailleurs, il y a quelques traces. Les Templiers, en fait, démarrent en Orient, mais ont besoin de toute une hiérarchie, une organisation qui est en Europe et partout en Europe, aussi bien en France où ils sont le plus connus, mais aussi dans les pays au nord de la France, le Saint-Empire romain germanique, en Angleterre, en Écosse, en Espagne, au Portugal, en Italie, enfin en Pologne aussi. Donc ils étaient vraiment à la limite des Slaves là-bas, qui étaient encore à cette époque-là des païens, quoi. Ils n'étaient pas du tout chrétiens encore. Et dis-moi, Patrick, comment est-ce que les Templiers s'organisaient entre eux? Étaient-ils finalement dépendaient-ils de l'Église ou est-ce qu'ils étaient complètement indépendants? Qui étaient ces Templiers finalement? Alors, comme je l'ai dit précédemment, ils étaient partout en Europe. On pourrait croire que à chaque fois ils dépendent d'un roi ou quoi, mais non, ils dépendaient directement du pape. Donc, ils passaient au-dessus des rois, mais ils devaient rester fidèles quand même à chaque, à chaque, à chaque roi dans chaque pays. Voilà. Alors, une organisation phénoménale, pourquoi? Parce que les croisades, ça coûte très cher. Les Templiers, en fait, dans toute cette organisation des croisades, devaient, en principe, protéger les pèlerins sur les routes en direction de Jérusalem, mais aussi ils s'occupaient du passage pour traverser toute la Méditerranée en bateau et pour arriver en Orient, à Saint-Jean d'Acre notamment. Ils possédaient donc pour cela, pour avoir tout cet argent, des fermes, des granges, des commanderies, surtout un mot qui revient quand même assez souvent. Une commanderie, comme le dit le mot, commandait tout un endroit, une région, où il y avait en dessous des fermes, des granges, des chapelles aussi, des églises, des châteaux aussi parfois. Mais d'où avait-il tout cela, tout cet immobilier, on va dire? Eh bien, à chaque fois, c'était des dons. Donc un noble, par exemple, qui ne veut pas partir à la croisade, mais qui veut quand même participer pieusement de tête, offre par exemple une ferme ou offre un château ou une grange aux Templiers. Donc c'est un don. Et un don, on fait un papier, je ne vais pas dire une facture là, mais un legs, quoi. Et Non, c'est de les la facture. Templiers possèdent ainsi partout en Europe énormément de
de territoire et de bâtiments. Voilà. Après, il y a toute l'organisation aussi militaire, qui est quand même assez hiérarchisée. Et ce sont des guerriers qui sont très aguerris, mais très très entraînés pour ça, hein. Ils étaient reconnus comme les meilleurs chevaliers de toute l'Europe. D'ailleurs, quand les musulmans savaient que les Templiers étaient là, ça faisait déjà peur à l'avance. Dis-moi Patrick, finalement pour être engagé chez les Templiers, qu'est-ce qu'il fallait avoir comme qualité requise? D'abord, tout d'abord, ça doit venir de soi-même. On veut devenir Templier. Mais pour être un chevalier Templier, il faut déjà être un noble. Donc ça vient de grandes familles. Et bon, on a toujours plusieurs fils. Et bon, on peut en donner un au temple. Mais il n'y a pas que les chevaliers Templiers. Il y a aussi les sergents, des écuyers, donc d'un niveau beaucoup plus bas, qui peuvent être, qui viennent des hommes d'armes ou peut-être un forgeron, des choses comme ça. Et sinon, la plus haute place dans la hiérarchie, c'est le maître. Attention, justement, je tiens bien à dire, c'est le maître. Parce que beaucoup sortent le mot grand maître, ça n'est absolument... C'est une erreur. Chez les Templiers, c'est le maître. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça commence en 1118. 1118, il y en a qui diraient 1119, on ne sait pas très bien préciser, mais bon, à un an près, quand on recule à ces centaines d'années, ça ne fait rien du tout, c'est pas très important. Ils ont une règle qui a été établie par Saint Bernard, et approuvée naturellement par le pape de l'époque, une règle qu'on peut notamment aller observer à Bruges, dans un musée. Et donc il y a une des toutes premières règles du temple qui est là, la règle primaire. Parce qu'au fur et à mesure des années, on rajoute des choses. Patrick, l'ordre des Templiers, bon, ça date pas d'hier. Ça a commencé plus ou moins vers 1118, si je ne m'abuse. Mais ça s'est terminé quand, à peu près? Alors, ça se termine en 1307. Il y a l'arrestation, le 13 octobre 1307. Un jour quand même assez, dans l'histoire, je vais peut-être dire mémorable, parce que le roi de France, Philippe le Bel, fait arrêter à l'aube. Donc il fait rentrer ses soldats dans toutes les commanderies de France pour arrêter les Templiers qui sont supposés faire de la sodomie, cracher sur la croix, plein de choses comme ça qui sont contraires à une éthique religieuse de l'époque. J'ai appris que c'était d'ailleurs un vendredi 13 à 7h du matin. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi? Oh, un vendredi 13, ouais, 7h du matin, ouais, ça doit plus ou moins être l'aube, là, quelque chose comme ça. D'autres diront 5h30. Ça dépend peut-être de l'endroit. En tout cas, il y a une petite histoire ici, puisque j'habite dans la région de Tournai. Et on a une commanderie qui est à Saint-Léger. On peut voir ici un livre notamment qui a été écrit par Monsieur Bachy, Saint-Léger à l'ombre des Templiers, qui raconte pas seulement le Moyen-Âge, mais aussi une époque beaucoup plus proche. Eh bien, à Saint-Léger, on raconte, il y a une légende qui dit que les soldats du roi Philippe le Bel, puisqu'on était en France, ici à Saint-Léger, à côté de Tournai, c'était la Flandre française, eh bien, les soldats n'ont pas osé rentrer à l'aube dans la commanderie de Saint-Léger. Pourquoi? Parce que dans la boue qui se trouvait dans l'entrée, ils voyaient énormément de traces de fer à cheval et ils se sont dit, il y a beaucoup de soldats templiers, beaucoup de chevaliers qui sont là, on va avoir du mal, on n'est pas beaucoup. Et ils ont attendu plusieurs heures et puis rien ne bougeait, ils sont rentrés et en fait il n'y avait plus personne. Eh bien, les chevaliers templiers, en fait, avaient été avertis à l'avance, étaient rentrés dans leur commanderie le soir, et puis avaient inversé leur fer à cheval. Donc, comme ça, tout était doublé. Et puis, ils avaient pu s'enfuir. Voilà, une petite légende qui est quand même assez croustillante. Philippe le Bel. Eh bien, Philippe le Bel, on peut voir comme... dans ce livre ici écrit par Dominique Poirel,
quand on s'intéresse aux Templiers, il faut s'intéresser aussi au roi qui les a fait descendre, on va dire. Hein. Le roi qui les a fait arrêter, torturer. Parfois, ces clercs ou ces soldats, ces hommes de justice ont même été jusqu'à les brûler. On a naturellement le procès des Templiers. Eh bien, Philippe le Bel, pourquoi est-ce qu'il arrête les Templiers sous divers prétextes? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, Monsieur Philippe le Bel, enfin Monsieur avec un grand M, Sire, Son Altesse Philippe le Bel, qui était apparemment un bel homme, puisque son surnom le donne, eh bien, il a déjà fait mettre dehors de son pays les Juifs. Donc, il les met dehors, mais il garde tout ce qu'ils ont. Il a fait ensuite mettre dehors les Lombards, qui étaient des grands banquiers. Donc, il les met dehors, mais il garde tout. Ou en fait, il efface les dettes qu'il a aux Lombards. Et puis, jamais 203, les Templiers qui étaient reconnus pour être... attention, je dis bien reconnus pour être très riches. En fait, pourquoi sont-ils riches, entre guillemets? Parce qu'ils ont une très très bonne organisation. Ils considèrent leurs paysans correctement, ce que ne font pas les féodaux, les autres nobles. Ils considèrent, parce que si tu entretiens correctement, si tu es bien avec tes ouvriers, eh bien ils travaillent beaucoup mieux, ils sont mieux productifs, et le résultat sera là. Mais aussi, on a un sentiment, bon, les Templiers ne sont plus en Orient, c'est fini, les musulmans ont tout envahi, et ils sont revenus en Europe, et ils sont là, et on pourrait dire ça tourne en rond, mais il y a toujours cette organisation qui est là, et elle sert quand même à l'Église, mais ça stagne quand même. Et puis Philippe le Bel a besoin d'argent, une fois de plus, pour ses guerres, notamment, pour rembourser ses dettes. Et le plus marrant là-dedans, c'est que les Templiers étaient les gardiens du trésor de Philippe le Bel à Paris, dans la tour du Temple, qui n'existe plus, qui a été rasée, je ne saurais plus dire en quelle année, mais en tout cas, il y a toujours un enclos du Temple, il y a une place à Paris qui s'appelle l'enclos du Temple, et la rue du Temple aussi, tout ce quartier-là, c'est quand même un assez grand quartier, appartenait au Temple même, et était en vue du Louvre où se trouvait Philippe le Bel. Alors, il les a arrêtés, il les a accusés de tout et n'importe quoi, avec l'aide du pape, qui était un pape que Philippe le Bel avait placé sur le trône papal. Et à un certain moment, le pape s'est quand même rebiffé. Et il a dit, je suis quand même le pape, je suis au-dessus des rois. Et Philippe le Bel, je reprends les Templiers que tu as arrêtés. Mais le pape, en fait, il envoie ses dominicains. Mais les dominicains, ils ne viennent pas de Rome. Ils sont déjà dans le pays de France et dépendent aussi du roi de France. Même si officiellement c'est le pape. Et bon, c'est un pour un contre. Et ça n'a rien changé du tout. Donc, ils sont interrogés, réinterrogés. Naturellement, on connaît cette époque. Torturés. Certains en meurent, certains deviennent carrément invalides. D'autres sont brûlés. Donc, Jacques de Molay, notamment, qui a été torturé quand même assez fort, qui était le maître du temple. Eh bien, Jacques de Molay, qu'on peut voir ici sur une gravure du 19e siècle, me semble-t-il. Eh bien, Jacques de Molay revient sur sa parole, parce qu'il a avoué diverses choses qui étaient dans l'acte d'accusation. Et puis, il dit, non, ça n'est pas vrai. On m'a torturé et tout ce qu'on me reproche, je l'ai dit parce qu'on m'a torturé, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que quand on revient sur sa parole, on est relapse. Et quand on est relapse, il dépendait de l'Église, donc il devient sous l'autorité, la justice du roi dans l'endroit où il se trouve.
retour à la case départ, Philippe le Bel, vous avez menti, vous êtes revenu sur votre parole, vous êtes relapse, vous devez être brûlé. Et donc, c'est là qu'on a, à Paris, on brûle Jacques de Molay, ainsi que 2 autres dignitaires du Temple, notamment le sénéchal de Normandie. Et là vient la légende qui donne les rois maudits. Hein. Oui. Donc Philippe le Bel, jusqu'à la Xème génération, ta famille sera maudite. Et en fait, c'est peut-être une coïncidence, mais jusqu'à la Xème génération qui était nommée, on tombe sur Louis XVI, la Révolution française. C'est vrai. Donc, bon, on laissera la légende là aussi. Hein. Ça n'est pas tout. On n'en finit pas là avec les Templiers. Là, on est en 1314. Donc, on se rappelle, en 1307, ils sont arrêtés. En 1312, le roi abolit l'ordre du Temple. Donc, en 1314, ceux qui sont brûlés ne sont déjà plus des Templiers. Ce sont des gens qui ont été arrêtés pour diverses raisons, et notamment pour avoir menti au roi. Et qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, quand Philippe le Bel rentre dans toutes ces commanderies du Temple, eh bien, à part des meubles, il ne trouve rien du tout. Il ne trouve pas de papier, il ne trouve pas d'or, d'argent, il ne trouve rien du tout de ce qu'il recherchait. Donc, c'est bien d'avoir des bâtiments, mais ça ne rapporte rien. C'est bien d'avoir des meubles, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc, le trésor des Templiers, le fameux trésor des Templiers, où est-ce qu'il est? Ce qu'on en sait, il y a quand même des traces, c'est que le Temple a quand même été prévenu à l'avance. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Léger, ils étaient prévenus à l'avance comme quoi les soldats du roi allaient arriver. Eh bien, ils ont été prévenus un bon moment quand même à l'avance, comme quoi il allait y avoir une arrestation. Donc, et là, il y a un système qui s'est enclenché. On a chargé des chariots. On a des traces comme quoi de Paris partent des chariots vers le nord et l'est. Donc certainement dans plusieurs directions, avec un trésor certainement partagé et pas tout en un endroit pour retrouver la caverne d'Ali Baba, par exemple. Hein. Donc on monte vers le nord. Mais c'est chez nous, ça. C'est chez nous. Ah oui. Pourquoi pas? Mais là, c'est une toute autre histoire encore. On pourrait aussi parler de la flotte de l'Atlantique qui se trouvait à La Rochelle, qui a complètement disparu. On peut aussi voir que dans certains pays, ça ne s'est pas passé comme en France. En Écosse notamment, eh bien, on ne leur a rien fait du tout. En Angleterre, on les a arrêtés, puis on les a relâchés. En Espagne, on les a arrêtés, fait sortir de leur forteresse. Ils se sont rendus sans rien faire. Et puis, comme au Portugal, on a changé les ordres. L'ordre est aboli. Eh bien, le roi de Castille, par exemple, recrée un nouvel ordre. Le roi du Portugal recrée un nouvel ordre avec les mêmes hommes, puisque c'était quand même une organisation qui marchait très bien. Et puis, surtout en Espagne, on doit encore finir la Reconquista. On n'a pas fini de mettre les musulmans dehors. Donc, il y a... Le trésor est-il à Gisors? Le trésor est-il à Rennes-le-Château? Le trésor est-il à Wodec, près de Tournai? Beaucoup de questions encore. Ce qu'on peut savoir, c'est que... Ce qu'il faut constater, c'est que, par exemple, à Gisors, on ne fait pas de fouilles en dessous de la butte. C'est trop dangereux, on a dit à l'époque, là, il faut pas y aller, on bouche les trous et voilà. Rennes-le-Château, très mystérieux aussi. On va pas commencer à casser l'église ou quoi. Et puis Wodec, il y a quand même assez de blocage aussi. Et puis retrouver le trésor des Templiers, qu'y a-t-il dans ce trésor? Certainement pas de l'or en masse, mais certainement des connaissances ramenées d'Orient. Peut-être des révélations, des réponses sur les origines des chrétiens, sur la vraie vie de Jésus-Christ. Parce qu'on sait bien que la Bible a été manipulée
au cours des années, des siècles, pour que ça corresponde correctement à ce que l'Église veut, au pouvoir de l'Église. L'Église de maintenant n'est plus celle du Moyen-Âge. Mais bon, point d'interrogation. Où est le trésor des Templiers? J'ai peut-être une petite idée, j'ai un sentiment, mais bon. Et on peut voir ici, en tournant la caméra, une pierre qui vient d'une prison dans le nord de la France, où il y a encore des gravures, des signes des Templiers qui étaient enfermés là dans ces prisons, qui est surtout en France, je vous l'ai dit. Voilà. Merci. Merci beaucoup Patrick, et j'espère à une prochaine fois. Bah oui, on n'en a pas fini de parler, on peut rentrer dans plusieurs détails. Par exemple, j'ai un livre ici qui s'appelle, qui est de Georgina Masson, Frédéric II de Hohenstaufen. Il faut savoir que ce roi, cet empereur, qui a été le commanditaire d'une croisade, qui a négocié avec les musulmans qui détenaient Jérusalem, eh bien, il y a eu un échange de X années, voilà. Vous pouvez avoir Jérusalem, après vous nous le rendez. Il a été excommunié, et quand il a été excommunié, il était roi de Sicile notamment, eh bien, il a dit, l'Église m'excommunie? Eh bien, toute l'Église dehors de la Sicile. Et là, il a fait comme Philippe le Bel le fera plus tard. Ici, on doit être aux alentours de 1200 et des. Eh bien, il prend tous les biens, tout ce qu'il y a aux Templiers, et il les met dehors, de même que les curés, etc., etc. Encore quelque chose à dire là-dessus, à développer dans un autre épisode. Parfait Patrick, merci beaucoup. En tout cas, dis donc, tu as une connaissance quand même, à ce que je vois quand même. Oh. Pour moi, je trouve que c'est très vague, parce que il y a tellement de choses à connaître là-dessus. En tout cas, moi, je vous conseille, pour trouver les endroits où les Templiers étaient, et pas mal de leur histoire, www.templiers au pluriel.org. C'est le site d'un ami, Christophe Staff, et ce site est superbement bien fait, et il est à chaque fois alimenté par de nouvelles photos sur de nouveaux endroits qu'on redécouvre dans d'autres pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en Pologne, ils étaient là, même parfois avant les chevaliers teutoniques. Eh bien, merci Patrick. De toute façon, nous nous retrouverons dans un deuxième épisode, je l'espère très bientôt, auditeurs, auditrices. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez les Sentiers du Réel, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un compte Gmail. Et un de ces quatre. À bientôt, au revoir.